Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 avril 2022. On entend à l'envi que la vie est courte. Eh bien, moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que la vie, elle est longue, elle est interminable. Elle n'a pas de fin, en fait. Et c'est pour ça que dans ma propre pratique d'écriture, oui, j'en ai une, j'écris tous les jours, je choisis la forme brève. Je juge que si quelque chose doit être développé sur 10 pages et que on peut résumer par 5 pages, on peut résumer par 3 pages, on peut en faire un résumé d'une page, on peut en faire un résumé d'un paragraphe, on peut le résumer d'une seule ligne, et pourquoi pas d'un seul mot. Alors oui, c'est pour ça que j'écris courtement, parce que la vie est éternelle au fond. Et on ne peut pas passer son existence à peaufiner des phrases. Alors si on ne réussit pas à se résumer, résumons-nous, eh bien, à quoi bon? Aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire une longue vidéo, ça tombe bien, la journée a été longue, et j'aurai recours à un artifice. C'est-à-dire, je vais vous lire quelques aphorismes, ça tombe bien. Je n'aurai pas besoin de me préparer plus que nécessaire. D'un auteur que j'ai découvert il y a très 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 longtemps. Dans la collection dirigée par Jacques Mazuy, si ma mémoire est bonne, chez Fayard, non pas les textes spirituels. Il y a eu plusieurs bons poètes qui ont été publiés dans cette maison d'édition-là, dans cette collection-là, qui est à la fois de la spiritualité, à la fois de la poésie. Me semble-t-il, Roberto Juarez a publié là. Et l'auteur dont je vais vous parler ce soir très brièvement, comme c'est à propos, Antonio Porcia, a été publié dans cette collection. Et l'exemplaire que je possède, j'allais dire que je possédais, car je ne sais absolument pas où il est, eh bien, a été préfacé par Borges. Parce qu'il a, entre autres, été publié, Antonio Porcia, dans la revue Sur, qui était, entre autres, une revue dans laquelle Borges publiait. Antonio Porcia est d'origine italienne, calabraise. 1985 et est mort à Buenos Aires en 1968. Il est considéré comme un écrivain argentin car son seul et unique ouvrage, Voix, a été écrit en espagnol. Et il l'a publié en 1943, à l'âge de 58 ans. Il faisait partie... Ah oui, il est né en Italie. Suite à la mort de son père, il s'est exilé. Lui et son frère, ils ont fondé en Argentine une petite imprimerie dans laquelle Porcia œuvrait comme typographe. Et il faisait partie d'un groupe d'artistes aussi impliqués politiquement à gauche, le groupe Impulso. Et c'est sous la recommandation pressante de ses amis qu'il a finalement publié à compte d'auteur, à l'âge de 58 ans, vous disais-je, Voix. Et à l'époque, le premier Voix, parce qu'il y a eu des voix qui se sont ajoutées, il y a eu des voix qui ont été retirées aussi. Il y avait environ 300 aphorismes. Et l'exemplaire que je tiens entre les mains, qui est un magnifique ouvrage, eh bien, lui en contient plus de 1000. Et c'est publié sous le titre générique de Voix réunies.
Alors, Roger Caillois, qui s'est exilé en Amérique latine pendant la guerre, a reçu cette première édition de Voix et a jugé bon de la faire traduire en français. Ce qui lui a valu de susciter l'intérêt de pas mal d'intellectuels. Et Caillois croyait avoir affaire à un lettré spécialiste d'Héraclite ou des philosophes chinois comme Lao Tzu. Et il pensait avoir affaire en tout cas à un philosophe, et pour découvrir finalement que Antonio Porcia n'avait rien d'un lettré. On n'ira pas dire ici que c'est un homme ignorant, parce que quand on réussit à écrire de cette manière et à proposer une vision neuve du monde, assurément, on n'est pas un ignorant et on n'est pas non plus un sachant. Alors c'est une sorte de, j'aurais envie de dire, une sorte de maître sauvage, une sorte de maître spirituel. Et pour ma part, j'éprouve une véritable fascination pour ces génies naturels qui se sont formés en dehors des écoles, qui se sont faits eux-mêmes en toute innocence. Mais cette innocence-là, ce qu'on dit dans la Bible, hein, il ne faut pas que ta main droite connaisse ce que ta main gauche... faut que ta main droite ignore le travail de ta main gauche. Je cite de mémoire, comme d'habitude, tout croche. Mais l'idée, c'est de ne pas être conscient d'être conscient. Autrement dit, d'être ultra conscient. Ou ce qu'aurait pu dire Sri Aurobindo, d'être supra-conscient. Mais la supraconscience n'est pas conscience d'elle-même. Elle capte, elle saisit d'un seul œil, d'un seul mouvement, la totalité du paysage. Et ça, c'est extrêmement difficile. Soit on l'acquiert par une longue ascèse, 10 000 heures de prière, disait le père Jérôme, ou soit on la reçoit comme une grâce soudaine, comme Claudel à Notre-Dame de Paris, ou une illumination encore comme Max Jacob, qui a vu la Sainte Vierge dans l'escalier et qui est devenu un fervent catholique après avoir été une sorte d'apostat juif. Alors soit c'est une grâce qui fond sur nous, ou soit c'est une longue ascèse. On dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et j'aurais envie de dire que beaucoup d'artistes, de voyants, s'arrêtent à mi-chemin. S'arrêtent à mi-chemin parce que ils ont le goût d'exister socialement par les publications. Ils ont le goût d'exister socialement par une place dans la société. Ils ont le goût d'exister aux yeux des autres. Celui qui pratique l'ascèse sur une longue durée, celui ou celle qui est réfugié dans un ashram ou dans un monastère ou dans une bibliothèque ou dans un ermitage ou à la Grande Chartreuse, au fond, ne se préoccupe pas du regard qu'on peut poser sur lui. Et ça, cette ascèse-là n'est vraiment pas pour tout le monde. Tandis que la personne qui est soudainement frappée d'illumination, d'insight ou de ces instants lumineux, on parlait Jung, eh bien, on ne peut pas non plus rechercher ça. Alors, ça nous frappe, ça nous saisit, et si quelques-uns d'entre vous avaient connu ces moments de grâce ineffables, eh bien, vous savez que cela a changé votre existence. Alors, un Antonio Porcia qui a
qui a publié, à 58 ans, presque 60 ans, un ouvrage qui a marquant, qui a touché des écrivains aussi divers que Henri Miller, Borghese ou André Breton. Mais Breton s'y connaissait en voyant. Breton avait cette capacité de reconnaître le talent. On l'a beaucoup affublé de qualificatifs dénigrants. Le pape de ci. On a jugé que son caractère était mauvais. Mais combien d'artistes lui doivent leur renommée? Combien de peintres ont-ils cogné à sa porte, cherchant des appuis, cherchant un intercesseur qui leur ouvrirait les portes des galeries. Combien de poètes sont débarqués rue Fontaine pour leur offrir leur recueil, afin que le maître, le pape du surréalisme, les mette en contact avec des éditeurs. Alors, ça se compte par centaines et par centaines et par centaines. Et que par la suite, que ces gens-là se soient brouillés avec Breton, bien souvent pour des raisons futiles, ou peut-être pour la vraie raison, ils n'avaient plus besoin de lui. Alors, et ça, je pense qu'une étude reste à faire sur les artistes qui doivent le renommer André Breton. Ça se compte par... je ne serais pas étonné que ça se compte par plusieurs centaines. Même au Québec, nous en avons quelques-uns. Riopelle, Mimi Parent, Jean Benoît, je nomme les noms qui me viennent en tête. Riopelle, le premier, est allé frapper à la porte de Breton. Donc, Breton dira de lui qu'il est le trappeur supérieur. Tout ça pour dire que la capacité de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire miraculeuses, c'est-à-dire inouïes, eh bien, soit cette capacité, on l'acquiert par un très, 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 très long apprentissage, ou soit on l'acquiert soudainement sans effort. C'est le cas d'Antonio Porcia. Il a tout compris, il a tout su en un éclair. Pour conclure avec la grande famille des aphoristes, dont d'une certaine manière je me réclame, il y a Roger Munier, qui a été également le traducteur et le préfacier d'Antonio Porcia, et le grand, l'immense Nicolas Gomez d'Avila. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans une vidéo, je ne m'en souviens pas, mais pour moi, c'est le maître incontesté, le maître contemporain le maître contemporain, dis-je, des aphoristes. Mais la plus grande école, évidemment, des aphoristes, c'est l'école française du XVIIe siècle, avec les moralistes français. En particulier, ce cher La Rochefoucauld, dont ce seul aphorisme, à mon avis, est le plus beau de tous les aphorismes. Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Pour moi, on n'a jamais fait mieux. On ne fera jamais mieux. C'est la quintessence de l'aphorisme. Quant à ce livre d'Antonio Porcia, Voix réunies, publié dans la collection Poepsi in extenso, RS, avec des illustrations abstraites de Martine Cazin,
Et la très très courte présentation, elle est de... Oui, la traduction de l'espagnol, elle est de Daniel Faugeras. Et la préfacière, attendez, vraiment... attendez, pourtant je ne l'ai pas noté. Alors, c'est un tirage de 1000 exemplaires, il est bon de le noter. Et ça a été imprimé en 2013. Ceci est la deuxième édition. La première édition est de 2013. Ceci est la deuxième édition, octobre 2020. Mais ça a été imprimé à Nîmes. Alors peut-être, je suis allé plusieurs fois à Nîmes dans les dernières années. C'est une ville que j'aime infiniment. En fait, j'adore Nîmes. J'y vivrais volontiers. Pour moi, c'est la présence de la Maison Carrée ou de la Reine et de la statue de Jules César qu'on voit dans une excavation entourée de maisons, et le musée de la Romanité, et la Tour Magne. Pour moi, c'est une ville, c'est une pure merveille, cette ville. J'y vivrais, je vous le dis, j'y vivrais n'importe quand. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, attendez, je tiens quand même à moins que ce soit tout simplement la traductrice qui en a fait aussi la préface. Bon, ben écoutez. Une chose saine ne respire pas. Beaucoup de ce que j'ai cessé de faire en moi continue de se faire en moi tout seul. Tout est comme les rivières, œuvre des pentes. Oui, ils se trompent, parce qu'ils ne savent pas. Et s'ils savaient, mais non, ils ne se tromperaient même pas. J'aime à cause de ce que j'ai aimé, et ce que j'ai aimé, si c'était à refaire, je ne l'aimerais pas. Les efforts des uns pour obtenir ce que d'autres obtiennent sans effort déprécient l'effort. Je ne me chargerai pas de ton âme. Il me suffit de savoir que tu l'as. Le torrent des pleurs, tu ne le vois pas, parce qu'il lui manque une larme de toi. Mes veines au-delà de mon corps ne sont pas visibles. Ne découvre pas, car il se peut qu'il n'y ait rien, et rien ne se recouvre pas. Celui qui va de feu en feu meurt de froid. Une âme sainte ne naît pas d'un paradis, elle naît d'un enfer. L'enfant et l'homme, différents dans leur douleur, sont pareils dans leurs pleurs. À ceux qui n'ont plus de possible, il est juste de pardonner quelque impossible. Une minute change tout, et tous les millions d'années ne changent rien.
contenir, c'est ne pas chambarder. Aujourd'hui, quand je regarde l'homme en moi, je voudrais être petit, très petit, pour ne pas le voir si petit, l'homme. Le sentier qui monte est le même sentier quand il descend. Autant tu n'es pas aimé, autant tu aimes. Avec les mots que je n'ai pas dit, j'ai désarmé mes armes. Et un dernier. Une seule chose m'a fait regretter tout, parce que je n'ai pas pu la séparer de tout. Alors voilà, c'était quelques aphorismes, je vous dirais offerts négligemment, n'ayant pas vraiment eu le temps de me préparer ce soir pour cette vidéo, mais celle d'hier soir, je dirais pas que c'était du grand art, hein? C'est pas de l'art ce que je fais, c'est une sorte de performance. Est-ce de l'art, les performances? Enfin, autre histoire. Mais elle m'a beaucoup drainé d'énergie. Et tant et si bien aussi aujourd'hui à la librairie, j'étais fort occupé. Hier, ça a été une journée assez mortelle. Dans ça là, j'en profite. On profite pour lire, écrire, étudier. C'est très agréable d'avoir une sorte de librairie comme la mienne où, au fond, je ne suis pas tenu à des obligations de haute performance sur le plan économique. C'est ça aussi un système antifragile. C'est que on n'est pas obligé, nous ne sommes pas obligés d'avoir du rendement. Alors, je peux m'asseoir, pas de client, je lis 25, 30, 35 minutes. Je réfléchis, je regarde le dos des livres. Je ne réfléchis pas. Souvent, en fait, n'exagérons pas. Dire que je réfléchis, c'est vite dit. Je rêve, je regarde par la vitrine, je regarde les passants. Je me regarde vivre, au fond. Et comme c'est très, 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 très long, l'existence, eh bien, de temps à autre, comme ça, je fais des pauses. Je fais des haltes. Peut-être sans doute, j'aperçois des mirages. Où j'imagine pouvoir me désaltérer dans quelques recueils. Parfois, c'est le cas avec Antonio Porchia, par exemple. Et je dirais pas que ma vie est agréable, mais assurément, elle est pleine de sucre. Elle est pleine de sève. Elle est irriguée par autre chose que l'air du temps, j'aurais envie de vous dire. Il faut cultiver sa singularité, pas juste cultiver son jardin, comme disait Voltaire, mais cultiver notre bizarrerie, ce qui est incongru chez soi, ce qui ne cadre pas, ce qui ne s'adapte pas, ce qui ne s'ajuste pas, ce qui ne fonctionne pas. Il faut le mettre en valeur, ça. Il ne faut pas courir comme des fous en espadrille pour être plus performant à son boulot. Boulot bien souvent débile si on est obligé de se mettre dans un état pareil, c'est-à-dire courir des kilomètres. Je comprends qu'on sécrète des endorphines, mais si on a besoin de faire tout ça pour se rendre frais et dispo au bureau, c'est dire à quel point ce travail-là est débile. Bon. Se mettre en forme pour lire des livres, hein? Oui.
Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent en forme pour étudier? Oui, mais là, il ne s'agit pas de faire du sport, des heures de sommeil régulières, une bonne diététique, euh, pas trop de télévision, sinon pas du tout, ou très peu d'écran, pas trop d'écran. Bon, allez, c'est assez pour ce soir. Alors, je vous dis à demain. Je vous dis à demain et je pense que demain, je vais vous parler de peut-être un écrevel. Peut-être.